L'enregistrement démarre. Bonjour Mélanie. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et tous. On est réunis pour le 221e cycle d'investigation dont Mélanie va découvrir le thème au moment de l'adduction. Ce thème va être étudié par de nombreux couples télépathes support et opérateurs un peu partout dans le monde. Il y a une liste de questions fixes pour tout le monde et une partie exploration libre. Mélanie, prête? Oui. On y va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Et si oui? Non, ça va. C'est bon. Ok. Inspire profondément et je vais compter de 1 à 3 et tu te connecteras avec le premier cas de cannibalisme de l'espèce humaine, donc l'anthropophagisme, et décrit ce que tu vois et ce qui se passe sur le plan physique. Sur le plan physique, lors du premier cas de cannibalisme de l'espèce humaine. À mon 3. 1, 2 et 3. Je t'écoute. Je vois un homme couché par terre. Et un autre à quatre pattes, en train de lui manger la joue droite, de croquer dans la chair, de voir le sang qui coule, et de continuer à descendre dans le cou. Ok, est-ce que tu es capable, prends un peu de recul. Déconnecte-toi émotionnellement de la scène. Et est-ce que tu es capable de dater? « 750 000 ans. 780 000 ans, plus ou moins. Ok. C'est vrai. Vers là. Est-ce que tu vois la manière dont ça évolue dans les temps proches qui suivent? Est-ce que c'est une pratique qui se répand là, dans l'époque où tu te trouves? Ça se propage. Ou est-ce que Ça... c'est quelque chose qui reste ponctuel ou occasionnel? C'est comme si c'était des rites à certaines périodes. Quand les personnes ont fait je vais dire, enfin, de mauvaises choses, comme sentence, comme pénitence. Donc, s'ils ne font pas des choses qui sont attendues par le groupe dans lequel ils vivent, Ils se font manger, d'accord. ils se font dévorer. Euh, c'est leur manière de mourir. C'est leur sentence à ce qu'ils ont fait de mal. Ok. Mais ça se développe, ça se développe à ce niveau-là. Mais je vois également une autre partie qui se développe pour vraiment pour regarde, j'ai fait ça, t'as vu, j'ai fait ça, vraiment pour se montrer. Alors j'ai été capable de le faire. Il y a deux choses, un vraiment pour la sentence et un vraiment pour un challenge et une mise en avant. D'accord.
reviens sur la scène du départ, toujours en étant déconnecté émotionnellement de la scène. Mhm. Et maintenant, observe cette même scène sur le plan métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois. C'est plombé. Les fréquences sont très 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 basses. Oui. Ça donne envie de vomir. Des nausées, des odeurs de cadavres putréfiés. C'est noir, c'est sombre en fait. Ok. Touche ce noir et ce sombre. Et lis-le. Ça a à voir avec le blocage des cellules génétiques que les personnes qui mangent les corps en fait. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect? C'est pour bloquer la transmission des cellules génétiques de la personne qui mangerait le corps, en fait. Tu Donc, veux dire que le message envoyé par le code génétique pourrait être perturbé par l'ingestion de viande humaine, c'est ça? oui, Un c'est pour ne être pas qu'il... humain qui mangerait de la viande humaine, Ouais, le message de son code génétique pourrait être perturbé. ouais. Transmission de code génétique au niveau de l'ingestion de la viande humaine. Ah, tu veux dire qu'il s'imprègne du code génétique de ce qu'il mange? Ouais, Ah, ok, c'est que j'avais pas compris ça. imprégnation du code génétique de ce qu'il mange. Mais parfois, il y a des masses sombres autour qui, justement, empêchent cette transmission de code génétique. Ah, est-ce que cette imprégnation est consciente ou non consciente? Est-ce que c'est une recherche consciente ou non consciente? Par l'humain non consciente, Ok, par d'autres conscients, mais par l'humain non conscient. alors, j'en arrive aux étages suivants. Que se passe-t-il donc au niveau subliminal? Que sont ces masses sombres qui veulent empêcher? Et que pourrait être ce qui pousse l'être humain? Quelles sont les consciences qui poussent, la forme de conscience qui pousse l'être humain à manger de la viande? Au-delà d'éventuels besoins physiques, de se nourrir, peu importe. Commençons par les masses sombres. Tu as parlé de masses sombres qui viendraient empêcher cette imprégnation. C'est ça que tu as dit? Empêchement d'imprégnation du code génétique, Alors touche une de ces masses sombres et dis-moi ce que tu perçois. des fils, serre-liés. Serre-liés, je vois un ordinateur et des programmations. Cet ordinateur n'est pas sur la Terre. Cet ordinateur est dans un vaisseau. C'est programmé par des vaisseaux pour voir Ok. s'il laisse imprégner ou pas tout ce code génétique. Parfois oui, parfois non. Ah, donc ce sont les mêmes qui poussent à l'imprégnation ou qui l'arrêtent quand ça les intéresse pas, c'est Oui, ça? oui. Ok. Eh bien, je t'en prie, trouve-moi
Trouve-moi on va dire un appliqueur de ce programme, ou voire un responsable de ce programme. Je vois un humanoïde, très clair de peau, Oui. les cheveux blonds, les yeux bleus très très clairs, assez fin, sûr de lui, très... Touche-le, vérifie. ça reste comme ça bouge pas. Ok. Quel type d'humanoïde c'est? C'est du reptilien ou autre chose? Reptilien. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. On va en rester là pour l'instant sur cet aspect. Tu quittes cette époque Ça fait. et tu reviens aujourd'hui en 2024. Respire. Question numéro 3. Qui sont les cannibales modernes et pourquoi mangent-ils de la viande humaine, en l'occurrence? Absorption du sang. Force. La force humaine est quintuplée avec la gestion du sang. Oui. Ça reste quand même des rites et des obligations, qu'elles soient cruelles ou même religieuses. Donc on est sur du cannibalisme rituel. Oui. Ok. Maintenant, il y a du, comme tout à l'heure, je vais dire je sais pas comment dire ça, du cannibalisme de loisir, si je peux utiliser ce mot-là, qui n'est pas vraiment peut-être approprié, mais du cannibalisme spontané, voilà, de la personne, Oui. euh, juste par jouissance, Ok. jouissance extrême, puissante. Donc c'est du cannibalisme plutôt criminel, si on peut dire. Criminel, mais volontaire. Oui, criminel volontaire. Tout à fait. Volontaire de la part du cannibale, il le fait de sa propre initiative. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres personnes, peuples, ethnies ou autres qui volontairement seraient cannibales, anthropophages? Il y en a encore, oui. Ça existe Oui, encore. oui. Ok, Dans des pays déjà où il y a beaucoup de famine, ça peut arriver jusqu'au cannibalisme encore. ah, ça c'est du cannibalisme, comment Obligatoire. dire, de survie en Ouais, quelque sorte. ça existe encore. Mais Mais il y est-ce a... que tu vois encore des sociétés où le cannibalisme est, on va dire, culturel, dans les Oui, normes, dans les oui, mœurs? il y en a Ok, encore. il y en a encore. Ok, on essaiera d'aller visiter ça de plus près éventuellement. Je passe à la 4e question. Respire. Voici la question. Quelles sont les conditions subliminales que tu ressens en lien avec les cannibales, ceux qui mangent la viande, celui ou ceux qui mangent la viande de ses semblables?
de leurs semblables. Alors, je ne pense que ça va être difficile de tout explorer parce qu'il y a plein de formes de cannibalisme. On va se fixer pour l'instant sur le cannibalisme rituel, qui est peut-être celui qui est encore présent dans nos sociétés occidentales. Mhm. Et donc, quelles sont les conditions subliminales que tu ressens en lien avec le cannibalisme de rituel? Énormément de... Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment un changement d'état de toute cette partie de l'être. Vraiment un dysfonctionnement d'état, de sensation, de ressenti. Ça, c'est au niveau du physique, au niveau psychologique, mental, Niveau mental. émotionnel. Le niveau mental est complètement inversé. Le niveau émotionnel est complètement abandonné, comme s'il n'existait pas. D'accord. Et le niveau sexuel est complètement décuplé. Intéressant. Et plus il y en a, plus il est décuplé, plus les trois niveaux sont perturbés de plus en plus fort. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois aussi dans l'environnement métaphysique de ces rituels? Qu'on a déjà plus ou moins abordé avec une autre investigation, mais bon. Au départ, de l'angoisse, aucune peur. J'ai posé ma question autrement. Est-ce que tu vois des entités? Si oui, quel type d'entités? Qu'est-ce qu'elles font là et pourquoi? Les entités, il y en a. Elles sont là pour se nourrir et profiter. Profiter du rituel. Profiter de portail aussi d'entrée. Oui. Il y en a énormément. Ils se nourrissent avec ça. Ils arrivent à rentrer super facilement. D'accord. Le sang les attire. On va préciser un tout petit peu la question pour arriver à la 5e question. Quelles sont les conditions subliminales que tu ressens par rapport à celui ou celle, éventuellement, qui est cannibalisé? Je subodore que ça implique la personne qui est mangée. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois au niveau subliminal?
On va rester dans le même contexte rituel, parce que je pense que chaque contexte est différent et impliquera des choses différentes. En restant dans ce même contexte. Terreur extrême. Pardon? Il y a une terreur extrême dans... Oui. Qu'est-ce que produit cette terreur? Une montée d'adrénaline. Oui. Et une puissance qui va dans chaque cellule du corps. Et une montée... une montée très forte de testostérone. Hormonal en tout cas. Oui. Un problème au niveau cardiaque et sanguin qui... Un problème de sang avant. Il y a vraiment quelque chose qui bouge à ce niveau-là, à l'intérieur du corps. Alors ça, c'est au niveau du corps et au niveau subliminal. Qu'en est-il de la conscience subliminale d'une personne Elle est cannibalisée? perdue. J'imagine que ça doit varier d'une conscience à l'autre, en fonction du fait qu'elle soit ou pas interférée, mais Elle est-ce s'y que, retrouve pas. est-ce que tu peux éventuellement faire une moyenne? Je ne sais pas si c'est possible d'en faire une. Beaucoup ne s'y retrouvent pas. Sont Oui, perdus. 50% des consciences sont perdues. oui. Ne savent même pas ce qui se passe. Ne s'y attendent pas. Et pour le reste, c'est comme si c'était un peu évident. C'est ça qui est bizarre. Pour certaines, ils savent, pour d'autres, c'est comme s'ils ne savaient pas. Ok. Je vais préciser la. J'ai posé la question autrement. Est-ce que certaines consciences subliminales, est-ce que certaines oui, parties subliminales se sont volontairement engagées dans ce processus? Oui, certaines, oui. Pas toutes. Ok. Est-ce que les parties subliminales qui se sont engagées dans ce process sont interférées ou certaines sont libres? Qu'est-ce que tu perçois? Sont interférées. Ok. D'office. Ok. Et j'arrive à la dernière question du protocole fixe. On va rester toujours sur le même type de cabinet de cannibalisme parce que je pense que chaque cannibalisme est sans doute différent et a un contexte particulier, mais voilà, compare maintenant le cannibalisme pratiqué aujourd'hui à celui pratiqué dans le passé. Y vois-tu des différences? La question est vaste. Hein. Quel passé et quel type de cannibalisme? Il est plus cruel, celui de maintenant, si je peux m'exprimer comme ça. Il est plus... plus hard, plus cruel, plus vicieux encore qu'avant. D'accord. Plus poussé, plus à l'extrême. Il y a vraiment une recherche plus
plus vicieuse et plus... c'est plus en profondeur maintenant qu'avant. Plus de manipulation, plus de... Je vois plus de puissance dans la manière de manger les corps aussi. Ok. Comme si les mâchoires étaient plus fortes, plus puissantes qu'avant. Tu vois ça au niveau éthérique ou au niveau physique? Les deux, aussi bien physique et au niveau éthérique. D'accord. Le niveau éthérique est plus lourd maintenant qu'avant. Comme s'il y avait une couche en plus qui avait été rajoutée. Ok. Je vais revenir à quelque chose qui était intéressant au début de session, où tu parlais d'imprégnation génétique, d'imprégnation de code génétique, pour reprendre l'expression que tu as employée. Alors, apparemment, pratiquée non consciemment par les premiers êtres humains qui se sont livrés au cannibalisme. Quelle que soit la forme de cannibalisme aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ça existe encore. Ok, Je vois encore les modifications des cellules. intéressant. C'est toujours relié. Est-ce que c'est du même ordre? Alors, non, c'est pas la bonne question. On sait aujourd'hui qu'il y a une forme d'imprégnation lors d'une relation sexuelle, qu'on repart avec un certain bagage de l'autre au cours d'une relation sexuelle. Est-ce que le bagage avec lequel on repart lors d'une relation sexuelle est comparable au bagage que l'on reprend plus ou moins ou pas lorsqu'on mange un corps humain, lorsqu'on mange de la chair humaine? C'est presque semblable à ça. C'est dans la même idée. Mais ça ne touche pas vraiment tout à fait le même programme cellulaire. Mais c'est le même fonctionnement, le même mécanisme qui ne toucherait pas exactement les mêmes cellules qu'au niveau du rapport sexuel. Ok. Et j'aimerais maintenant que tu te penches sur une forme de cannibalisme particulier qui touche sans doute un peu plus nos sociétés occidentales, encore que j'en sais rien en fait. C'est le cannibalisme criminel et volontaire. Alors, on sort du cannibalisme rituel et on rentre dans la notion de cannibalisme volontaire, criminel et volontaire. Peux-tu prendre un échantillonnage de personnes qui ont pratiqué ce type de cannibalisme et est-ce que tu vois un dénominateur commun à cet échantillonnage? Un dénominateur commun au niveau, déjà au niveau subliminal pour commencer, Leur même interférence. le même type d'interférence. Ouais, Ok, touche cette interférence ou ce même type d'interférence. Et qu'est-ce que tu dracodien, vois? D'accord, dracodien. Sur tous. J'en ai pris ok, 5 et sur tous. ok. Et au niveau physique, quel type de fonctionnement psycho-émotionnel, psychologique est à l'œuvre? Est-ce que tu es à même de le décrire, d'avoir un schéma type qu'on retrouverait plus ou moins
Dépression, dépressif. Personne qui serait touchée quand même à ce genre de faiblesse. Ok, mais bon, tous les dépressifs ne sont pas cannibales. Pas tous, mais il Et y en a beaucoup. ça fait partie peut-être du lot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors avec? Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Ils sont poussés quand même par au-dessus, ils sont pas seuls. Oui, mais ça, c'est le profil dragonien qui est derrière, Mm. ok, qui pousse pour ça. Mais est-ce que tu peux décrire un profil psychologique? Qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique pour que les tabous, puisqu'aujourd'hui, dans nos sociétés, le fait de manger de la viande est devenu quelque chose de tabou, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ce tabou est transgressé? Qu'est-ce qui fait que l'inhibition est levée? Est-ce que tu vois quelque chose que tu peux expliquer ou auquel tu as accès? L'envie de démonstration, le show est différent des autres. Il y en a beaucoup que c'est une différence, ils veulent une différence. C'est pour se différencier, c'est ça? Différencier des autres, D'accord. uniquement. Ok. Et alors, qu'en tirent les profils d'entités qui sont derrière tout ça et qui managent, entre guillemets, tout ça? Dès la première bouchée, c'est eux qui ont le contrôle sur tout après. De quand ils s'arrêtent, de quand ils commencent, en quelle quantité. Et Et au-delà de ce contrôle, qu'est-ce que ça leur amène? le pouvoir, la prise en charge de toutes les données récupérées au niveau de l'ADN et au Ah, niveau cellulaire, c'est eux qui s'occupent ah, de le tout même ça. échange que tu as perçu tout à l'heure. C'est eux qui Ok. s'occupent de tout ça. Ah, voilà qui est intéressant aussi. C'est eux qui analysent tout ça et D'accord. qui utilisent tout ça pour des transformations de corps. Ok. Transformation génétique Oui, d'une nouvelle captation, race humaine. et captation d'informations génétiques. Oui, transformation génétique pour une nouvelle race humaine. Ok. Quitte l'univers de ce type de cannibalisme, respire. Et j'aimerais maintenant que tu te rapproches du cannibalisme qui pourrait être nommé culturel. Alors, je ne vais pas donner ni de date, ni de nom de peuplade ou de communauté, mais il existe. J'ai parlé à l'imparfait. Voilà. Il existait, par exemple, en Afrique, des peuplades ou une peuplade qui allait acheter les morts de leurs voisins pour manger les morts, comme nous, on irait au supermarché chercher notre régime de bananes ou Dieu sait quoi. Est-ce que tu peux regarder ce que tu perçois au niveau subliminal? Voilà. Dans ce type de cannibalisme culturel, dit culturel. Gros problème au niveau des désincarnés, qui, en fait, quand le corps est mangé comme ça, le désincarné a du mal à se retrouver. Il Ok. est plus
plus violent pour l'humain sur lequel il pourrait se mettre dessus, sur lequel il pourrait... c'est beaucoup plus violent à ce niveau-là. Incompréhension pour lui aussi, beaucoup plus forte. On peut résumer ça en disant que ça n'est pas particulièrement positif. Non, du tout. C'est ça tire les fréquences plus bas encore. Ok. J'aimerais aborder maintenant un autre type de cannibalisme. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Ça va? Oui, On peut continuer. oui. J'aimerais parler maintenant, aborder le cannibalisme guerrier. Il semble que certaines guerres entre tribus ou peuples amènent les vainqueurs à manger les prisonniers, que dans certains cas même les prisonniers soient contents de servir de repas aux vainqueurs. Dans ce cannibalisme guerrier, peux-tu me dire ce que tu perçois aussi au niveau du subliminal? Comme s'il y avait une transformation au niveau subliminal. Je t'écoute. Un bouleversement de cette partie-là qui capterait moins les fréquences qui fait carrément une coupure. Il y a une coupure entre le physique et le subliminal, mais complète. Il y a pas possibilité, il y a plus de possibilité limite à les remettre ensemble. Alors, tu veux dire tu parles de ceux qui se font manger ou de ceux qui mangent? De ceux qui se font manger. Ok. Donc, on en arrive à peu près à la même conclusion dans tous les cas. Les êtres dont le corps se fait manger, les êtres humains dont le corps se fait manger par d'autres êtres humains, ont une espèce de rupture entre la conscience qui sort du corps et son retour à son état originel. Coupure totale. Ok. Ouais. Dans le même schéma comportemental, que penses-tu au niveau, que perçois-tu au niveau subliminal de ceux qui mangent la viande? Une puissance plus forte. Le niveau émotionnel qui disparaît complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le cannibalisme rituel. Ouais, Donc, le ça, cannibalisme guerrier peut être presque vu comme un cannibalisme rituel aussi. c'est sensiblement les mêmes choses. Ok, À ce niveau-là, on arrive au même résultat. d'accord. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Et j'aimerais maintenant qu'on arrive à étudier le cannibalisme de survie, hein, c'est-à-dire les êtres humains
qui, pour pouvoir survivre, vont manger d'autres êtres humains, morts ou qu'ils vont tuer, j'en sais rien. Mais enfin, le cannibalisme de survie. Trouve un être humain ou un groupe d'êtres humains qui, pour différentes raisons, en est arrivé à ça, pour survivre. Je suis. Et dis-moi ce que tu perçois d'abord au niveau psychologique, chez ceux qui ont mangé de la viande humaine. C'est naturel, sans question. C'est tout va bien en fait. C'est limite, ils sont sains d'esprit, ils sont c'est très clair, très pur. Il n'y a pas de. D'accord. On ressent même pas ce côté bestial, ce côté cruel, ce côté sombre. C'est ça qui est bizarre. Comme Ok. si c'était tout à fait normal, à tout niveau. À tout niveau, tu veux dire au niveau métaphysique aussi? Ouais, ouais, Ok. tout niveau. Bien. J'ai fait mon petit tour. Nous avons fait notre petit tour de questions sur l'humain. J'aimerais maintenant qu'on fasse une petite parenthèse. C'est une toute petite parenthèse sur le cannibalisme animal, parce que le cannibalisme animal, finalement, est assez répandu, sans doute, comme le cannibalisme humain peut l'être, ou a pu l'être, ou est encore, je n'en sais rien, tant chez les insectes que chez des mammifères, des poissons, enfin bref, un peu dans tout le règne animal. Mm. Est-ce que tu y vois un dénominateur commun ou quelque chose de particulier ou une analogie qui pourrait être faite avec le cannibalisme humain? Et si oui, quoi? Le pouvoir, être à la tête de quelque chose aussi. C'est aussi bien chez certains groupes, je vois c'est certains groupes d'animaux comme certains groupes humains, donc des clones comme ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Dans les animaux, c'est pas tous les animaux qui peuvent faire ça. Chez les humains, c'est pareil. Donc ça dépend vraiment de certaines races, certains genres. Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est possible? Je vois aussi ils sont dirigés par les draconiens, aussi bien les animaux que les humains, pour Donc, beaucoup, il y a une intervention au niveau ouais, au niveau éthérique. Ok. ouais, dans les 2 cas. Heu et les 2 sont contrôlés. Même chose au niveau ADN pour les animaux, c'est exactement la même chose que pour les humains. Ok. Transformation. Heu, Ok. Tu as répondu à la question, je crois. ouais. J'aimerais maintenant qu'on revienne à l'être humain. Et si la viande humaine est de la viande, qu'en est-il de la viande en général? Et donc, pour préciser ma question, qu'en est-il de l'effet de la viande en général sur l'aspect physique humain, donc psycho-émotionnel et physique humain? Qu'en est-il
au niveau subliminal. Commence par l'aspect qu'il te plaît. Si au niveau, on va dire, cannibalisme humain, il y a une espèce d'imprégnation, consciente ou non consciente, poussée ou pas par des entités d'imprégnation génétique, dans ce cas-là, est-ce qu'il en est de même avec la viande animale? Est-ce qu'on a ce même écho qui se produit? C'est la même chose, que ce soit de l'animal ou de l'humain. En ingestion de grosses masses et de grandes quantités, il peut aussi bien avoir une emprise sur le corps physique que sur le corps subliminal d'une personne. Ça peut, Ça peut agir aussi dans le sens du corps physique vers le corps subliminal, c'est ça? oui, oui, ça peut agir dans ce sens-là, en fonction de l'ingestion de certaines espèces. L'ingestion forte, ça change énormément. Aussi bien le côté subliminal que le côté physique, les deux. Est-ce que tu peux apporter quelques précisions à ce sujet? Je vois comme si le fonctionnement du corps au niveau intérieur et cellulaire ne fonctionnait plus comme un corps classique. Et ça le retarde sur certaines choses. Ça C'est-à-dire? l'engorge, ça l'engorge. Il y a vraiment comme un engorgement de mémoire. Donc ça chargerait le corps humain de mémoire animale, c'est ça? Ouais, et Ok. qui aurait une répercussion sur le physique humain. Qu'est-ce que tu vois comme répercussion Sur le sur le physique? physique, maladie, Ah, et ok. sur le mental humain. Et sur le mental humain, qu'est-ce que tu vois? Maladie mentale, euh, trouble de la personne et Qu'est-ce que tu veux dire par trouble de la personne? Tu veux dire trouble de l'identité? changement carrément d'identité, changement cellulaire, trouble, Ah, donc ça modifierait la personnalité. oui, la perception de la personne et la personnalité. Ok. On va terminer par une comparaison. On compare une personne qui est issue de parents qui ne mangent pas de viande, un être humain qui est issu de parents qui ne mangent pas de viande et qui ne mange pas de viande lui-même, Mhm. et trouve-moi un être humain issu de parents et d'une famille qui est habitué à manger de la viande et qui lui-même mange beaucoup de viande. Mhm. Et dis-moi ce que tu vois comme différence, et au niveau physique et au niveau subliminal entre les deux. Changement de comportement, un beaucoup plus souple, l'autre beaucoup plus hargneux, euh, beaucoup plus, un est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, moins dans le terre à terre et le concret, plus dans le subtil. Il y Donc en la a un, viande maintiendrait dans une forme d'agressivité et de matérialisme ou de matérialité, je ne sais pas, et le fait de ne pas manger de viande permettrait peut-être d'avoir un esprit plus ouvert au subtil. C'est oui, ça? oui, et aussi ça joue sur le côté d'endormissement, aussi bien au niveau physique, fatigue, mais aussi bien au niveau psychologique et ouverture, développement de la personne. Alors, tu veux dire le fait de manger de la viande En dehors
plus vite une personne au quant à son développement, son évolution, c'est ça? à son évolution, et ça peut endormir aussi plus vite au niveau physique, endormissement, fatigue alors. D'accord. Bien. J'ai fait le tour de mes questions. Mélanie, déconnecte-toi de tout et de tous. Seule dans ton espace. Retrouve tes fréquences habituelles. Génère les fréquences qui te font plaisir et qui t'amènent le bien-être. Et lorsque tu es prête et que ton corps physique s'est bien réveillé, ouvre les yeux. Bienvenue sur Terre. Merci. Merci Mélanie. Merci Eric. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. À une prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.